Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Des milliers de balles en lieu et place de l'huile rouge, c'est le résultat d'une saisie opérée hier après un accident de circulation survenu dans le nord du Bénin. Vous suivrez le procureur spécial Mario Métonou à ce propos. L'agence Enabel et le gouvernement béninois révisent le projet de décret sur les installations classées pour la protection de l'environnement. C'est un ensemble de tests qui va désormais régir le cadre de vie afin de parvenir à un environnement sain. Et puis la journée mondiale du jardinage nu a lieu chaque premier samedi du mois de mai. Elle est née aux États-Unis pour renforcer le lien entre l'humain et la nature. Ariane Da Silva nous en parle. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. C'est une découverte pas très ordinaire. En lieu et place de l'huile rouge, des cartons de munitions de calibre 12 soigneusement emballés. Au total, 110 000 balles découvertes après un accident de la circulation. Devant la presse, le procureur spécial de la République près de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme est revenu en détail sur l'affaire. Guillaume Avienou et Jérôme Humbo nous proposent un extrait de son intervention. Vendredi 30 avril 2021, aux environs de 5 heures du matin, le commissariat de Gouka a été saisi d'un accident mortel de la circulation qui s'est produit à hauteur du village Agmon, dans l'arrondissement d'Artokolibé, commune de Banté. Les premières constatations ont permis de relever que l'accident s'est produit entre un minibus de marque Mazda, immatriculé BH 0337RB, de couleur rouge, et un bus de marque Renault appartenant à la compagnie coopérative Transport Voyageurs, en abrégé CTV, immatriculé BH 1479 RB, sur la route nationale inter-État numéro 3, tronçon Savalou-Banté. Venant de Gouka, le minibus qui roulait certainement à très vive allure en direction de Banté est entré en collision frontale avec le bus qui était en stationnement au bord de la voie. Des 4 occupants du minibus, 2 sont décédés sur le champ et un troisième, le conducteur, a succombé à ses blessures quelques instants plus tard à l'hôpital de zone de Savalou. La fuite du minibus a permis de découvrir qu'il transportait 56 sacs de jute imbibés d'huile rouge. 56 sacs. Cependant, à l'ouverture des sacs, en lieu et place de l'huile rouge, il a été découvert des cartons de munitions de calibre 12 soigneusement emballés. Au décompte, ce minibus transportait 70 000 cartouches de calibre 12. Tout porte à croire que le marquage des sacs à l'huile rouge est destiné à tromper la vigilance des forces de défense et de sécurité. Le seul rescapé de l'accident dit répondre au nom de Kankalala Aziz, de nationalité togolaise. Il réside à Aledjo, au Togo. De ses premières déclarations, il ressort qu'il a l'habitude d'aider le conducteur du minibus, également de nationalité togolaise, à décharger ses marchandises. Cette fois-ci, il aurait été sollicité la veille aux environs de 20 h à Aoro, village situé sur l'axe routier Bassila-Banté, pour aider à décharger la cargaison à Gouka et à Kwasi, dans la commune de Banté. Il précise qu'au moment où il prenait place à bord du véhicule, il s'y trouvait déjà 2 individus
plus le conducteur. Mis au courant de ces événements, j'ai fait ouvrir une enquête en vue d'établir l'origine précise de la cargaison, le lieu de son chargement, le ou les expéditeurs, le ou les destinataires, leur motivation réelle, ainsi que l'usage auquel la cargaison est destinée. Les officiers chargés de cette enquête sont à pied d'œuvre et je garde un contact permanent avec eux. Je rappelle que ces faits interviennent dans un contexte où plusieurs actes de violence, d'attaque et d'agression ont été planifiés pour empêcher l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Certains de ces actes ont malheureusement été mis à exécution et ont engendré de nombreux blessés graves au sein des forces de défense et de sécurité de notre pays, dont certains ont été atteints par des balles de calibre 12 et des armes de guerre dans les localités de Banté, Gouka, Akpassi, Savé, Papané, Tchaouro, Parakou, pour ne citer que celle-là. Il faut rappeler qu'au terme de l'article 161 de notre code pénal, que je cite, constitue un acte de terrorisme l'infraction prévue aux articles 162 et 163 ci-après, qui, de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à l'État et commise intentionnellement dans le but d'intimider gravement la population ou de contraindre indûment les pouvoirs publics à accomplir ce qu'ils ne sont pas tenus de faire ou à s'abstenir de faire ce qu'ils sont tenus de faire, pervertir les valeurs fondamentales de la société et déstabiliser les structures et ou institutions constitutionnelles, politiques, économiques, sociales de la nation. L'article 162 du même code précise constitue aux conditions prévues à l'article 161 ci-dessus un acte de terrorisme, l'atteinte volontaire à la sécurité intérieure et ou extérieure de l'État, l'atteinte volontaire à la vie des personnes, à leur intégrité ou à leur liberté, ainsi que l'enlèvement ou la séquestration des personnes, la mise au point, la fabrication, le transport et la mise en circulation, et nous avons souligné, ou l'utilisation illégale d'armes, d'explosifs, de munitions, de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide de telles substances. Je ne manquerai pas, s'il y a lieu, de vous apporter de plus amples informations sur l'évolution de cette enquête. Hier, 1er mai, fête du travail sonne comme un nouveau départ pour le syndicat des travailleurs de l'audiovisuel public du Bénin. Appelé à d'autres missions, l'ancien secrétaire général cède sa place à Armel Dossou-Kago. Il prend désormais les rênes du Centrap et s'est déjà fixé les défis à relever au cours de son mandat. Écoutons-le au micro de Emerida Kinsoto. C'est un engagement que j'ai pris en me faisant candidat à ce poste. Et donc l'élection, c'est un peu un soulagement et un aboutissement. Mais je l'ai senti encore comme un poids lourd parce que je connais les défis. J'ai été dans le bureau et je sais tout ce que nous avons fait par le passé. Je sais le reste du travail et je sais que c'est immense. Je ne connais que trop les difficultés des agents de l'ORTB. La première chose, c'est déjà d'essayer d'améliorer leur image dans l'opinion publique. Et la deuxième chose, c'est d'amener l'autorité à comprendre, à accepter et bien sûr à essayer de régler les problèmes que nous avons, que les gens ne perçoivent pas de dehors et qu'on ne le sent que lorsqu'on est à l'intérieur. Le tout premier chantier déjà, c'est l'amélioration de l'équipement technique. Parce que lorsqu'on parle de conditions de vie et de travail, ce n'est pas seulement le salaire, ce n'est pas seulement les primes, mais c'est aussi l'outil de travail. Parce que lorsque vous n'avez pas l'outil de travail, vous souffrez, vous avez du mal à travailler. Il faut le faire pour pouvoir nous aider à mieux faire le travail pour lequel on nous paye. Ça, c'est le tout premier chantier. Après, il faut essayer de voir dans la mesure du possible comment est-ce que nous allons faire pour avoir un plan quinquennal de modernisation de l'outil technique. Parce qu'il ne faut pas attendre forcément que les appareils tombent en panne avant de les réparer, de rafistoler, de les changer. Il faut pouvoir avoir un plan qui puisse nous permettre de travailler en toute quiétude, en toute tranquillité et de servir le peuple béninois. Je voudrais demander aux agents de l'ORTB, aux syndiqués de l'ORTB, de se mettre à l'œuvre, de travailler sans relâche. Je vais les défendre et je prends l'engagement de les défendre. Je n'ai pas la signature, mais je vais négocier, je ferai ce que je peux.
Et avant la célébration de la fête du travail, le syndicat national des travailleurs de la justice a tenu son deuxième congrès ordinaire. Les membres du syndicat se sont focalisés sur le dialogue social. En la matière, les travailleurs sont-ils satisfaits ou plutôt résignés? Réponse avec Jean-Claude James et Petroni Yelokosu. Ce deuxième congrès ordinaire du Centra Justice s'est déroulé en 2 phases. Une première, le 8 avril dernier, et l'autre ce 30 avril avec la mise en place du nouveau bureau qui a vu la réélection de Kwasi Kakpo-Bessé comme secrétaire général. Durant ces moments d'échange, ces travailleurs de la maison justice ont dit leur mécontentement avant de dresser une longue liste de revendications. Former les magistrats, chefs de juridiction et de parquet en matière de gestion des ressources humaines afin d'éviter les comportements frustratoires en rapport avec la hiérarchie, relever les avantages accordés aux agents, hormis magistrats et greffiers en service à la criette, revoir et faire passer toute mutation par la seule et unique mutation du personnel. Ces doléances ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. Mais je voudrais vous inviter à ramener la balle à terre. C'est ensemble que nous allons trouver solution à ces différents problèmes. Les différents problèmes du secteur de la justice seront discutés et voir si des solutions appropriées pourraient être trouvées dans l'immédiat. Plusieurs organisations syndicales ont apporté leur soutien à ce congrès du syndicat national des travailleurs de la justice qui fête ses 10 ans d'existence. On en vient maintenant aux espoirs des travailleurs. Vous le savez, depuis environ 5 ans, ils vivent les réformes avec un nouvel état d'esprit, connaître des jours heureux au bout de l'action syndicale. Ils voudraient croire en l'avènement de meilleures conditions de vie et de travail. Quelques représentants de travailleurs sont au micro de Marcel Arrossi. On dit, c'est seul celui qui a perdu l'espoir, tout perdu. Donc nous sommes là, nous devons garder espoir et espérer aussi, puisqu'on a écouté, vous savez, en tant que syndicat, on est appelé à voir un peu comment les choses évoluent. Nous espérons que le gouvernement, après la mise en place des réformes, puisque c'est dans ce cadre-là qu'on nous a expliqué la difficulté qu'on a pu avoir, nous espérons que maintenant, même le chef de l'État, je crois le président de la République, quand je l'ai écouté, après, en tout cas lors des campagnes, on va desserrer les ceintures, disons. Nous-mêmes, nous restons dans cet espoir. Les perspectives, elles pourraient être heureuses si le chef d'État venait, le pouvoir du président Talon tenait sa parole, parce qu'on a dit que le second mandat est placé sous le signe du social. On a dit le développement, ça y est. C'est ça que le président et le Talon et, n'est-ce pas, sa colistière ont, en sillonnant tout le Bénin, ont, n'est-ce pas, évoqué, c'est du reste leur thème de campagne. On espère que le développement là, que ça vienne aussi dans les poches des travailleurs, parce que les poches des travailleurs sont sous-développées. On ne demande pas au bon Dieu sa barbe, parce qu'on connaît aussi les réalités de notre pays, mais en même temps on souhaite vraiment que le pouvoir du président Talon fasse un effort pour que nos salaires là, puissent connaître une augmentation, pour que le SMIC puisse, n'est-ce pas, aussi connaître une augmentation, qu'on hiérarchise aussi les salaires. C'est notre souci aujourd'hui, c'est le souci de tous les travailleurs. Et on espère qu'avec l'avènement du gouvernement de Talon 2, eh bien, on prendra les dispositions pour que on se sente mieux dans notre chair, dans notre peau, au travail. Parce que ceux qui produisent la richesse, ceux qui sont au cœur, n'est-ce pas, de la création de la richesse, eh bien ceux-là doivent quand même se sentir mieux. Vivement que ça change, puisque en 2016, ils nous l'avaient promis. Et nous avons passé 5 années et à constater que des réformes
le dialogue, je viens de dire, n'a pas fonctionné comme cela se doit. On pourrait dire que, bien qu'ayant pratiqué les politiciens en son temps, avant son arrivée, et que comme il n'était pas au fond, il ne comprenait pas bien, mais après ces 5 années qu'il a eu le temps de bien comprendre et de savoir vraiment de quoi il parle, quand il nous fait des promesses et qu'il pourra les réaliser, et je crois qu'on peut compter sur lui, c'est lui qui est élu et on ne peut que espérer. On espère que cette fois-ci, bien, ceux qui sont les acteurs, ceux qui sont concernés seront vivement associés aux réformes parce qu'on ne fait pas le bonheur de quelqu'un sans sa volonté. Il faut que les réformes, tout ce que nous faisons, soit porté par la population, par les acteurs et que, bien, quand c'est ensemble que cela est porté, mais il y a moins de problèmes et tout le monde est content. Nous devons également travailler de manière à ce que la représentativité ne soit plus galvaudée. Ceux qui ont la charge de cette représentativité doivent l'assumer au mieux des intérêts des travailleurs. Ça suppose que nous avons fait un vrai débat sur les problèmes qu'il faut régler et la façon de les régler, et nous nous donnons un agenda, un échéancier qui permet de bien les régler. Dans le reste de l'actualité, la commission mixte paritaire de délimitation de la frontière entre le Bénin et le Niger a tenu sa 8e session. Objectif, améliorer le projet d'accord qui consacre la mise en œuvre de l'arrêt de la Cour internationale de justice relatif aux différents frontaliers entre le Bénin et le Niger. Gilles Dansou et Michael Nouati pour le reportage. La présente session est essentiellement axée sur l'examen et l'amélioration de l'accord cadre entre le Bénin et le Niger, ceci pour la coopération transfrontalière. Ce document de planification fait suite à l'arrêté de la Cour internationale de justice relatif aux différents frontaliers entre les deux pays. Désormais, ces deux pays s'engagent pour une cohésion frontalière en toute fraternité. Alors on a compris que pour se développer, il faut que ce soit les Africains eux-mêmes qui inventent une nouvelle gestion des frontières, pour que les frontières, au lieu d'être des barrières, deviennent des points de convergence, deviennent des passerelles. Et c'est pour faire de nos frontières des passerelles que nous sommes ici aujourd'hui. Et je souhaite qu'ensemble, nous fassions œuvre utile et qu'aujourd'hui, nous toilettons totalement notre accord cadre pour voir comment ça mise en œuvre. Le secrétaire permanent de la Commission nationale des frontières félicite les avancées enregistrées de part et d'autre. Cette session de la commission mixte paritaire qui se tient aujourd'hui est en réalité le couronnement de tant d'efforts fournis et d'autant de résultats atteints dans la mise en œuvre de l'arrêt de la CIJ de 2005 de délimitation définitive de la frontière entre le Niger et le Bénin. C'est pourquoi nous nous devons de remercier également et d'encourager les experts des agences des deux pays en charge d'exécuter les travaux sous la supervision, le contrôle et le suivi donc, de la commission mixte paritaire. La volonté des deux pays est saluée, en témoignent les présentes assises. Le processus de réaffirmation de la frontière en cours suite à l'arrêt de la Cour internationale de justice du 12 juillet 2005 a ouvert la voie à la formalisation et au renforcement de la coopération transfrontalière entre les deux pays. Le présent accord entre les deux États permettra à court, moyen et long terme de faire bénéficier aux collectivités territoriales des deux rives du fleuve Niger des projets intégrateurs que les partenaires techniques et financiers ne cessent d'accompagner. À terme, les actions vont profiter aux collectivités locales situées entre le Bénin et le Niger. Je vous le disais en titre, l'agence belge de développement Enabel, en collaboration avec le gouvernement béninois, a organisé un atelier pour élaborer le projet de décret sur les installations classées pour la protection de l'environnement. C'est un ensemble de tests qui va désormais régir le cadre de vie afin de parvenir à un environnement sain. Gilles Dansou et Michael Nouati.
La protection de l'environnement est une question fondamentale pour les États qui prennent des dispositions légales dans ce sens. Le Bénin a adopté la loi cadre sur l'environnement qui a été mise en œuvre depuis lors par des acteurs économiques et sociaux. Cet atelier vient apporter un plus aux différentes actions menées dans ce sens. Nous sommes dit qu'il faille actualiser les tests. Enabel s'est proposé pour accompagner le ministère du cadre de vie du développement durable qui a élaboré tous les documents de base donc, pour l'actualisation de ces tests. Enabel nous a permis non seulement d'actualiser la loi sur l'environnement, donc nous sommes passés de la loi 4 sur l'environnement à la loi sur l'environnement pour ratisser beaucoup plus large. Et dans le même temps, nous avons décidé d'actualiser tous les décrets d'application. Il faut dire que nous avons déjà actualisé le décret d'application sur la gestion des déchets solides. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement a mené beaucoup d'actions dans le domaine de la gestion des déchets en ce qui concerne et la valorisation et l'élimination. Et donc, il serait bien d'accompagner toutes ces structures qui s'intéressent surtout à la valorisation des déchets. Un atelier d'actualisation des tests et Enabel joue convenablement sa partition. Les tests qui régissent le secteur de l'environnement sont des textes assez vieux qui n'ont pas été actualisés depuis quelque temps. Et sur demande de la Direction générale de l'environnement et du climat, donc Enabel s'est engagé pour accompagner donc, le ministère pour la révision de ces tests, aussi bien les lois que les décrets d'application dans ce domaine. Et nous avons commencé par élaborer une nouvelle loi sur l'environnement. Et cette loi a été élaborée et est actuellement dans le processus administratif devant conduire à son adoption par l'Assemblée nationale. Enabel et le gouvernement béninois ensemble donc pour un environnement durable. C'est une célébration insolite chaque année, la Journée mondiale du jardinage nu. Elle a lieu chaque premier samedi du mois de mai. Cette initiative est née aux États-Unis en 2005 pour contribuer à renforcer le lien entre l'humain et la nature. Ariane Da Silva nous propose un regard sur le jardinage potager en lien avec les changements climatiques. Produire soi-même ses propres aliments de consommation, c'est une passion que se sont découverts certains Béninois à travers le jardin potager. Une passion qui s'est transformée en un mode de vie et qui a bien des avantages. Alors d'abord, l'avantage, c'est déjà d'être autonome du point de vue condimentaire. Vous avez les légumes, les condiments et tout, vous êtes autonome en matière de production de légumes. Et vous maîtrisez ce que vous consommez. Vous maîtrisez ce que vous consommez. Vous pouvez choisir le mode d'alimentation. Vous pouvez choisir de manger bio ou de manger conventionnel. Ce n'est pas que chez soi qu'on peut faire du jardinage. Cette activité peut être aussi menée sur de plus grandes surfaces par des producteurs. Dans l'un ou l'autre des cas, le jardinage est confronté aujourd'hui aux réalités des changements climatiques. Le jardinage aujourd'hui se porte très mal, surtout en Afrique subsaharienne où les gens n'ont pas les moyens d'utiliser les systèmes d'irrigation. Donc, pour aujourd'hui avoir son jardin, son potager à la maison, c'est encore contrôlable. Mais du point de vue professionnel, faire le jardinage aujourd'hui, il y a beaucoup de paramètres. Il y a l'eau, l'accès à l'eau, surtout l'accès à l'eau. Il y a les maladies qu'on ne maîtrise pas. Aujourd'hui, c'est un peu catastrophique parce que nous assistons à des baisses de rendement liées au changement climatique. Quand nous rentrons beaucoup plus dans le cas du jardin, vous allez voir, quand nous prenons la production, il y a une quantité d'eau ou de pluie que chaque culture doit normalement prendre pour pouvoir vous donner un résultat donné. Et il y a une quantité de matière aussi que la plante doit pouvoir absorber pour pouvoir vous donner alors le résultat. Alors aujourd'hui, avec les effets des changements climatiques, nous n'avons plus de matière dans le sol parce qu'il y a une évaporation liée aux rayons ultraviolets que nous appelons les rayons UV, où il y a l'évaporation de ces matières parce qu'il n'y a plus de couverture pour le sol, parce que nous avons détruit l'environnement. Donc là, les rayons solaires sont en contact direct avec le sol, ce qui fait qu'il y a l'évaporation de ces matières-là. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, la plante n'arrive plus à avoir la quantité d'eau, la quantité de matière nécessaire pour pouvoir alors donner le rendement
normalement prévues. Face à ces conséquences, s'adapter aux variations du climat serait la meilleure solution. Si c'est l'homme qui a détruit l'environnement, il faudrait qu'on reconstitue encore l'environnement là, même si ce n'est pas l'étape initiale, mais on peut essayer de voir comment reconstituer alors l'environnement là. Alors, pour ce faire, alors qu'est-ce qu'il faut faire? On doit essayer en première position de voir comment il faut reprendre la couverture du sol pour pouvoir permettre la séquestration du carbone. À travers la fertilisation organique, nous allons utiliser beaucoup plus les fientes, c'est-à-dire les matières d'origine animale, d'origine végétale, les matières organiques, pour pouvoir l'enfouir dans le sol. Le protéger, c'est-à-dire le séquestrer maintenant, c'est la matière là, en faisant quoi? En passant par le système de paillage. Parce qu'avant, c'était les arbres qui permettent, c'est-à-dire qui rassuraient la séquestration de ce carbone là dans le sol. Mais aujourd'hui, quand c'est enlevé, on est obligé alors de faire quoi maintenant? De passer au système de paillage du sol. Alors, pour s'adapter à la variation du climat et au changement climatique, il faut la maîtrise de l'eau. La maîtrise de l'eau est un paramètre très important et obligatoire pour tout agriculteur aujourd'hui. Vous le faites le jardinage à la maison ou bien vous le faites le jardinage professionnel, vous devrez installer un système d'irrigation. Ça, c'est la première des choses. À l'occasion de la journée mondiale du jardinage nu, célébrée le premier samedi du mois de mai, des spécialistes de l'environnement préconisent que l'homme prenne davantage conscience de son rôle dans la protection de la nature. Promouvoir le Yoruba à l'école et cela dès le bas âge, l'association Ishokan est à l'origine de ce projet actuellement en expérimentation dans plusieurs écoles du pays. En partenariat avec l'UNESCO, l'association Ishokan est allée évaluer l'enseignement du Yoruba dans un établissement scolaire à Pobé, Brisungbo et Guillaume Avieno. Une situation de classe exclusivement en langue Yoruba à Pobé. L'enseignant apprend divers jeux aux apprenants de la maternelle au cours moyen deuxième année. Les enfants s'entraînent aussi à identifier et à désigner des objets de couleurs différentes. On voit que les enfants sont contents et ça nous donne courage pour continuer. En dehors des classes, ils sont bien roulés en Yoruba. L'introduction de la langue Yoruba dans le système éducatif formel à partir de l'enseignement de base au Bénin est une initiative de l'association Ishokan appuyée par l'UNESCO. 10 écoles privées pilotes à travers le pays servent à son expérimentation, dont un établissement scolaire privé à Pobé. Même s'ils estiment que l'enseignant a quelques lacunes pédagogiques à combler, les observateurs de la commission béninoise de l'UNESCO semblent satisfaits de cette situation de classe. Pour un début, ce que j'ai vu, c'est bien. L'enseignant a fait de son mieux pour expliquer les choses et les enfants sont dégourdis. Les enfants sont dégourdis, ils comprennent aisément ce que l'enseignant leur a appris à cette classe. Pour le moment, l'initiative de l'association Ishokan, qui a vu le jour 3 ans plus tôt, poursuit son chemin avec un engagement financier d'1 an, renouvelable peut-être une fois de l'UNESCO. L'organisation nourrit de grandes ambitions et reste favorable au soutien de bonne volonté. Le premier objectif, c'est tout faire pour faire parler, écrire, lire le Yoruba autour de nous, aux enfants, aux adultes aussi, parce que de moins en moins, on en parle. Il y a bien sûr d'autres objectifs, les cultures dans les palais, la liaison avec nos origines au Nigeria, tout ça existe. À terme, l'association Ishokan souhaiterait voir la généralisation de l'usage du Yoruba dans les établissements publics du pays. Faisons à présent scintiller la musicalité du peuple noir, ses couleurs sonores nées de la diaspora africaine. À l'occasion de la journée internationale du jazz, Sénandé Serge Ayaka nous emmène à la rencontre de 2 mélomanes férus de belles notes et de jazz. Regardez. Il est encore tôt. Contrairement à ses habitudes, Claude n'écoute pas de la musique. Aujourd'hui, il l'a fait. Ça veut dire que ce tam-tam, tu vas entendre to, tcha, tcha, tcha. Et c'est ça le jazz. Vous voyez, c'est ça le jazz. Et maintenant, nous on ne l'appelle pas jazz, mais
c'est des codes. On est d'accord, c'est des codes et pour jouer ça, il faut être initié. Être initié, c'est peut-être là le secret de cette passion éclairée pour le jazz. Cette musique à la fois impudique et hermétique. L'art qui exprime le plus librement et le plus intérieurement le génie musical. Le jazz, c'est quand même de la musique codifiée. Il y a des règles. Comme je dis, c'est un peu comme la grammaire. Hein. Vous avez tout. C'est exactement. Si on veut faire court, vous avez concordance de temps. Quand deux verbes se suivent, l'autre se met à l'infinitif, etc. Vous retrouvez cette trame-là dans le jazz. Mais au-delà, c'est une musique qui véhicule des valeurs. C'est vraiment cet état d'esprit, parce que finalement le jazz, ce n'est pas que la musique, c'est également l'état d'esprit. D'accord ? Le partage, l'ouverture, la tolérance mutuelle, la découverte l'un de l'autre, d'abord individuellement, et puis la culture que l'autre draine derrière. Et si vous voyez en général, quand les Américains, les Allemands viennent, ils font toujours un atelier ou un brassage avec ceux qui sont sur place, les musiciens, quels qu'ils soient, pour échanger. Comme la vie, le jazz résiste aux simplifications de l'histoire. Il est vivant et ses inconditionnels invitent à se l'approprier. Il faut connaître les blue notes. Il faut savoir écrire et lire la musique pour pouvoir produire et faire du jazz. Donc, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, on ne se lève pas un matin de son lit et se mettre à jouer du jazz, quoi. Des millions de mélomanes de par le monde célèbrent le jazz comme un viatique, comme une religion. On dit qu'il est la musique de la nuit, mais en fait, c'est en même temps la musique du rêve et de l'insomnie. MTN Bénin accompagne la communauté musulmane de Porto Novo à travers des dons. Il leur apporte son soutien tout au long du jeûne. Guillaume Avienou pour les précisions. La mosquée centrale de Porto Novo, aux couleurs de l'opérateur de téléphonie mobile MTN, peu avant la grande prière de ce vendredi. La société est venue soutenir l'effort de carême de la communauté musulmane de la ville en cette période de Ramadan. C'est une période importante pour une communauté aussi importante que la communauté musulmane. Et pour cela, MTN a apporté un certain nombre d'éléments assez symboliques, que sont les nattes, les tapis de prière, les bouilloires, et puis de l'eau pour faciliter cette étape de carême. C'est vraiment assez symbolique, juste pour que MTN dise nous sommes avec vous, nous partageons ce moment avec vous. Même si globalement nous ne sommes pas musulmans, on sait que c'est une étape importante de la vie et MTN est à côté de cette communauté pour cette période. Une solidarité avec la communauté musulmane de Porto Novo en cette période de jeûne, saluée par les autorités religieuses au haut niveau de cette communauté. C'est une initiative qui est salutaire. Je prie le Tout-Seigneur de leur guider pour pouvoir aider leurs prochains pour le Ramadan. Tout acte bien posé dans ce mois-ci, ça aura de grandes récompenses, sincèrement, devant le Dieu. C'est très important. MTN Bénin annonce vouloir étendre cette action de générosité et de solidarité à toutes les communautés musulmanes du pays d'ici à la fin du Ramadan. Prenons à présent la direction du web pour notre traditionnel tour hebdomadaire des réseaux sociaux. Cette semaine, l'image d'un gari considéré à tort comme venu de la Chine a agité la toile béninoise. Et toujours au plan local, l'apparition d'un acte de reconnaissance de paternité a également divisé les internautes. Maurice Tantan et Fawaz Olaonik Pekoun ont écumé la toile. Voici les échos du web. Le gari local serait-il en danger, menacé par un gari made in China? La question a fait couler beaucoup d'encre et de salive sur la toile ces derniers jours. Tout est parti de cette image diffusée sur les réseaux sociaux. Ici, le gari tient dans un sac de couleur rouge frappé de la marque TSR Asia's Finest Foods.
Objet de curiosité pour certains, sujet d'indignation pour d'autres, chacun y est allé de son commentaire. Complot, menace sur les producteurs locaux, colonisation alimentaire, les mots sont durs sur la toile béninoise pour dénoncer l'arrivée de ce supposé ennemi. Mais la réalité est plus nuancée car il s'agit d'une fausse alerte. Les vérifications ayant démontré que le produit n'est pas chinois. Il n'est pas non plus sur le territoire béninois pour l'instant. Le gari de TSR est plutôt produit au Ghana par la filiale locale de la marque qui est celle d'une société indienne basée en Grande-Bretagne. Côté distribution, ce gari indien, déjà décrié au Nigeria en 2017, se vend sur Internet aux côtés de produits similaires. Conclusion, l'heure de la guerre des garis n'a pas encore sonné au Bénin. Autre sujet, autre polémique, l'obligation pour tout futur papa de reconnaître la paternité du futur bébé déjà à l'étape de la grossesse. Le test, pourtant ancien, a divisé les internautes sur le web cette semaine. Il y va de l'intérêt des femmes, approuve une internaute qui se réclame féministe. Quand on sait, écrit-elle, que des milliers de femmes élèvent seules des enfants qui portent le nom d'un père qui n'en veut pas, je ne vois pas où est le mal. Attribuer de force le nom d'un homme à un enfant ne l'a jamais rendu responsable sous nos cieux. Très critique envers la loi qui date de 2015, un internaute la qualifie de réforme des sans-pères. Il s'interroge. À quoi bon engager le pays sur cette dynamique, certes moderne, si ce n'est pas pour aider les mères seules dans les foyers? Et puis hors du Bénin, l'actualité internationale, c'est le retour des exilés politiques, les manifestations de la Journée internationale des travailleurs ou encore cette découverte de la police à Houston. Côte d'Ivoire, France, Chine et États-Unis, le monde en bref est signé Jean-Claude James. En Côte d'Ivoire, 6 partisans de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo sont arrivés à Abidjan en provenance du Ghana sous la houlette du Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés. Un retour au pays organisé de concert avec le gouvernement ivoirien au nom de la réconciliation nationale. Parmi les exilés figurent l'ancien ministre du budget Justin Kotina Koné et la sœur cadette de Laurent Gbagbo, Jeannette Koudou, qui sont accueillis à l'aéroport par plusieurs dizaines de militants. Ils rejoignent ensuite la résidence d'Aboudraman Sangaré, l'ancien secrétaire général du Front populaire ivoirien FPI de la branche pro-Gbagbo, où les attendaient d'autres cadres du parti ainsi que des militants. À Marseille, quelques 3500 personnes, selon la préfecture, ont battu le pavé sous une pluie fine pour le traditionnel défilé du 1er mai. À Lille, le chef de file de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon et le député du Nord Adrien Quatennens défilent en tête du cortège de la manifestation. Les manifestants contestent entre autres la réforme de l'assurance chômage qui doit entrer en vigueur le 1er juillet. Une réforme dénoncée unanimement par les 5 grandes centrales syndicales. En France toujours, Morgane Lage, journaliste d'une radio locale bretonne, se sent menacée. La professionnelle des médias a découvert fin mars la disparition de 2 boulons de ses roues de voiture. Une attaque de plus, mais de loin la plus grave depuis son témoignage dans un documentaire très critique sur l'industrie agroalimentaire bretonne diffusé sur France 5. Une information judiciaire a été ouverte et la journaliste n'a pas l'intention d'abandonner sa passion. Quand je vois qu'on me menace, rien que du fait que je dirais que vous n'avez pas voulu répondre à mes questions, là on me menace et d'attaque en diffamation si j'écris ça, et d'avoir de sérieux ennuis. Je me dis, voilà, c'est royal. Là, ça veut dire qu'il faut au contraire que j'aille voir pourquoi
On n'a pas envie qu'il y ait la transparence sur ces sujets-là. Aux États-Unis, la police a découvert plus de 90 personnes entassées dans une maison à Houston et a ouvert une enquête pour trafic de migrants. Ils avaient à peine de la place, déplore la chef adjointe du département de la police, Patricia Cantu. Ils devaient demander la permission d'aller aux toilettes. Des conditions déplorables. Certains n'avaient pas mangé depuis 3 jours et n'avaient pas eu d'eau. D'autres avaient besoin de soins immédiats pour déshydratation. Alors que le monde continue de lutter pour contenir la pandémie, en Chine, des milliers de Chinois quasiment débarrassés de l'épidémie se sont rués ce matin vers les destinations touristiques à l'occasion des 5 jours de congé du 1er mai qui donnent lieu à une forte affluence dans les transports. Même si le port de masque reste obligatoire sur la Grande Muraille, les Chinois semblent bien décidés à profiter de leur jour de congé. Les autorités tablent sur 265 millions de trajets durant les 5 jours du week-end du 1er mai, soit plus du double de l'an dernier et un niveau semblable à 2019. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et passez un très bon dimanche.